Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 21 juin 2024. Alors aujourd'hui c'est l'été et on va voir ce qu'a fait le CAC 40 la semaine qu'il a passée avec toujours les soucis politiques, les grosses variations sur le CAC, quelques actions du portefeuille et puis les chiffres qui sont tombés récemment qui expliquent en partie pourquoi les bourses, notamment en Europe, sont pas au mieux. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, c'était les PMI. PMI manufacturier et services, on le sait, en dessous de 50, c'est en récession. Au-dessus, c'est en expansion. Ça mesure notamment la santé économique des secteurs dans différents pays. On l'a eu en France, en Allemagne et en Europe. Et ils sont plutôt mauvais parce que en France, on est ressorti à 45,3 sur le manufacturier et 48,8 sur les services. Donc on voit qu'on est largement en dessous des 50. Et c'est des chiffres qui sont moins bons que le mois précédent, à 46,4 et 49,3. Donc on voit qu'on descend. En Allemagne, alors c'est un peu mieux sur les services parce qu'on est à 53,5, mais on était à 54,2, donc on est toujours en expansion, mais un peu moins. Et puis sur le manufacturier, on est à 43,4, donc là c'est quand même très mauvais. Et en Europe, alors on s'en sort un peu mieux en Europe, peut-être 52,6 sur les services, 45,6 sur le manufacturier, mais on voit qu'on a les deux leaders, la France et l'Allemagne, qui ont beaucoup de mal. Et l'Europe s'en sort moyennement bien. Donc ça, c'est quand même une donnée qui fait que les marchés européens peinent à repartir, notamment. Et puis, on a eu la même chose aux États-Unis. Et là, presque sans surprise, les États-Unis qui vont toujours mieux que les autres. On est au-dessus de 50 sur les deux. 51,7 sur le manufacturier, alors qu'on était à 51,3. Et 55,1 sur les services, alors qu'on était à 54,8. Donc on a toujours un secteur en expansion, toujours une grosse force des Américains. Alors le point négatif, c'est que c'est pas forcément une bonne chose pour l'inflation et la baisse des taux, mais on voit qu'on a quand même une belle santé financière aux États-Unis, et c'est pour ça aussi que c'est important et intéressant d'investir aux États-Unis et pas de se cantonner en Europe, parce qu'on a souvent déjà ça permet d'avoir beaucoup plus de valeur sur lequel investir, mais on a des entreprises qui sont des fois un peu plus fortes, et surtout on a des rallyes comme ça, pas seulement sur le Nasdaq, mais sur d'autres valeurs qui peuvent être intéressantes et des fois plus intéressantes qu'en Europe. Donc c'est bien d'avoir au moins les deux et de ne pas oublier d'acheter aux États-Unis. Alors si on n'a qu'un PEA, des fois c'est possible avec les ETF ou d'autres valeurs qui intègrent des valeurs américaines, mais si c'est pas possible, faut pas hésiter à ouvrir un compte titre ordinaire pour pouvoir s'investir aux États-Unis. Le rebond, comment il est? Il est très moyen, on l'a dit, à cause de ces chiffres notamment. On a quand même eu un rebond, on le sentait venir, mais finalement on prend 1,6, 1,67 sur la semaine. On est au-dessus de la moyenne à 200, on est en train de la travailler. On va voir ce que ça va faire pour la suite, mais au moins on a rebondi un peu. On se maintient et on travaille les supports et la moyenne la plus longue. On évite la catastrophe, on comble le gap, on réagit. On espère un peu mieux. Mais cette semaine, enfin la semaine prochaine, ce qui va accaparer un peu tout le monde, c'est les élections. On a les élections, si je dis pas de bêtises, en fin de semaine prochaine. Ça doit être ça, ouais. Donc on va avoir 5 jours où on va peut-être avoir pas trop prendre de risques et voir ce qui va se passer sur les élections. Et après, on va avoir un ajustement à partir de lundi, donc dans 10 jours. Là, on pourra avoir une idée plus claire. Donc, je pense que la semaine prochaine, les marchés risquent de pas bouger énormément et d'être plutôt prudents, notamment sur les valeurs sur lesquelles on en avait parlé la semaine dernière. On va prendre le CAC. S'il se cache pas, il est là. Notamment les valeurs, les bancaires, les valeurs de l'énergie, les valeurs notamment sur l'autoroute et secteur un peu, pas construction, mais les concessions, concessions et autoroutes, qui ont énormément perdu à cause de ce risque politique. Et donc on aura la fin de la semaine, enfin la semaine prochaine, pas grand chose, et puis un réajustement encore à la baisse si on a des mauvaises nouvelles, ou plutôt à la hausse ou finalement un statu quo. On verra selon les alliances qui vont se passer. Donc c'est un peu ça, la semaine prochaine, on va regarder de loin, peut-être pas se passer grand chose en France.
et en Europe. On va regarder quand même les grosses variations, parce qu'on a quelque chose d'intéressant. Vivendi, pas tellement. Vivendi, on le sait, on joue le long terme avec la scission de l'entreprise en plusieurs entités, à savoir Canal+, Havas et une holding. Ça se fera certainement début 2025, donc on attend une montée de pas loin de 30% quand même, si ça se fait, hein, pour valoriser autour des 13 euros. Mais ça va prendre du temps, beaucoup de temps, donc faut pas être pressé sur Vivendi. Hop, Vinci. À Vinci, c'est ce qu'on disait, hein, tout à l'heure avec les valeurs comme les bancaires, concessions autoroutières qui ont été énormément vendues par peur, hein, des élections, et puis que le RN arrive au pouvoir et nationalise les secteurs autoroutiers, ce qui va être compliqué à faire, mais bon, c'est pas le débat, on en a déjà parlé. Donc probablement dans l'excès, début de réaction. La semaine prochaine, probablement pas grand-chose. Et puis un réajustement, hein, lundi, mardi, mercredi, avec les résultats des élections. Mais il y a certainement quand même, à minima, un excès qui a été fait. Et donc un rebond, on l'avait dit, hein, sur ces zones-là, les 99, pour jouer la suite. Là aussi, c'est un peu risqué quand même, parce que ça va être volatile, hein, probablement à partir dans une dizaine de jours, ou au moins vendredi prochain. Il risque d'y avoir pas mal de mouvements. Et puis au niveau de ce qui marche bien, alors pas grand chose aujourd'hui. Danone, on en avait parlé hier, et j'étais plutôt positif, hein, sur Danone, parce que la perte, elle était un peu incohérente avec ce qui avait été annoncé, qui était plutôt une bonne chose et qui allait dans le sens, hein, à savoir les marges plus élevées sur Danone, qui se recentre un peu plus sur la santé que sur l'alimentaire. S'il reste évidemment dans l'alimentaire, mais avec une donnée un peu plus intéressante, avec de la valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose, hein. Réaction, rebond. Aujourd'hui, on prend encore quasiment 2%. C'est un épiphénomène, et la trajectoire de Danone, elle est probablement vers le haut, hein, ces prochains mois. Et Engie, qui fait son rebond comme Vinci, comme les bancaires, etc. On a touché un plus bas. On fait un rebond technique jusqu'à la semaine prochaine, et puis on aura la réponse définitive dans une dizaine de jours environ. On regarde quelques valeurs du portefeuille qui peuvent être intéressantes. Et je voulais parler... ah oui, avant. Je voulais parler des 7 magnifiques. Alors on l'a dit, hein, c'est toujours intéressant de s'exposer aux États-Unis avec des valeurs qui sont très fortes et qui ont tendance quand même à avoir des pourcentages intéressants. On va regarder les 7 magnifiques avec Alphabet, qui est quasiment sur ses plus hauts historiques. Elle prend 2% à la mi-séance. Elle va peut-être clôturer au plus haut ou aller sur son plus haut historique, toujours largement favorable, hein, sur Alphabet. On joue le moyen terme, et puis le développement toujours continue, la continuation de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle. Alphabet devrait en profiter. Avec Microsoft, on va en reparler. Amazon, intéressant, pourquoi? Échec sur les 188, échec sur les 188, ça c'était en 2021. Ensuite, on fait un gouffre, on revient. Échec avril 2024 sur les 188, échec au mois de mai, échec au mois de juin, et là on est juste en embuscade, et on voit qu'à chaque fois on rend de moins en moins. Ça c'est plutôt intéressant, et ça nous ferait dire que la petite congestion qui est en train de se passer sur Amazon, si elle casse vers le haut, c'est un signal d'achat, comme on avait vu sur Nvidia il y a 6 mois. Donc à surveiller. Et si ça casse, peut-être se placer. Apple, alors elle a déjà fait son plus haut, il va y avoir forcément des prises de bénéfices, avoir un peu la force du pullback, c'est-à-dire qu'on a annoncé aussi pas mal de choses avec l'IA, même si moi je suis moins fan d'Apple. Alors pour le moment, le marché me donne tort parce qu'il a énormément explosé, mais elle a renoncé à pas mal de développement un peu avant-gardiste, alors que c'était un peu sa marque de fabrique, notamment sur les véhicules, hein, sur lesquels elle voulait sortir. Les ventes de téléphones, qui restent un peu une valeur sûre, n'ont pas explosé, notamment en Chine. Même si ça reste un leader et une belle entreprise. Quels sont un peu les relais et puis la visibilité pour les prochains mois? Moi, ça me semble un peu cher ici. Je vois pas de raison de continuer à monter aussi haut, notamment face aux concurrents. Donc on a dépassé les 197. On a mis ces niveaux ici plus haut, qui sont intéressants.
Maintenant, on fait le pullback, donc on regarde le pullback et la force du pullback. Plus on va bas, plus c'est mauvais. Plus on reste au-dessus des 197, là, on peut se dire peut-être il y a quelque chose à jouer. Donc, à surveiller. Meta Platform, moi j'aime plutôt bien Meta Platform, qui s'en sort plutôt bien avec la publicité toujours sur les réseaux. Et puis, il n'y a pas que Facebook sur Meta Platform, il y a d'autres entreprises. Elle a fait un gap baissier, mais qu'elle a comblé assez rapidement. Elle est toujours haussière. Moi, je suis positif. J'attends qu'elle revienne sur ses plus hauts et qu'elle les casse. Au niveau du timing, on avait parlé de la rentrée, notamment ici, le 5 juin. C'était un signal plutôt positif. Microsoft, alors un des leaders aussi avec Alphabet sur l'IA, l'intelligence artificielle avec Nvidia. Il faut en avoir au moins une comme ça dans son portefeuille. Microsoft, ils ont une place peut-être de leader. Super importante, et puis ils ont digéré pas trop longtemps ici, environ 2-3 mois, les 430, et ils ont cassé récemment, donc là aussi continuation de la hausse, c'est le plus haut historique, mais là on a des visibilités super intéressantes sur Microsoft, sur le cloud, sur l'intelligence artificielle par rapport à d'autres valeurs comme Apple, donc peut-être plus intéressante pour moi parce que c'est pas survalorisé cette entreprise là, même avec un PER énorme. On achète une valeur chère, mais qui la vaut. Nvidia, peut-être un peu plus mesuré. Alors, on avait parlé des 50. À l'époque, c'était les 500, parce qu'il y a eu un split. Et ici, c'était une zone d'achat, évidemment. Quand on cassait les 500, il fallait acheter. Depuis, on est quand même énormément monté. Et on a parlé des relais de croissance qui va être compliqué. On voit ici qu'on n'est pas loin de l'inversion de tendance. À court terme, on pourrait avoir une baisse. Maintenant, la tendance, elle est toujours très forte et c'est pour ça qu'il faut éviter de jouer contre la tendance quand elle est comme ça assez forte. Donc pour l'instant, voir ce qui va se passer. Et si effectivement, on initie une petite conso sur le titre. Maintenant, à moyen long terme, il y a peut-être encore des chances de monter. On le sait, quand il y a des splits comme ça par 10, généralement à 3 mois, 3, 4, 5 mois, c'est positif parce qu'on a des rentrées de petits investisseurs qui sont plus importants, parce qu'avant, acheter une action à 1000 $, c'était peut-être compliqué. Là, elle vaut que 100, un peu plus de 100 $. Ça permet de brasser un peu plus de monde. Il y a un effet psychologique aussi. Mais un an après, généralement, comme ça revient après des mois, voire des années de hausse, on a tendance à aller plutôt vers le bas. Donc, à court terme, ça risque d'être volatile. À long terme, je ne suis pas acheteur de Nvidia. Donc, attention. Et enfin, Tesla. Alors, Tesla, c'est un peu ce que fait Nvidia, ou ce que va faire Nvidia. C'est l'exemple parfait, Tesla. Tesla, c'était une petite valeur, on le voit, et qui a explosé, et qui elle aussi a fait des splits. Elle est montée tellement haut qu'elle a divisé son nominal par 10 ou par 5, je sais plus, plusieurs fois. Elle était survalorisée, tout le monde le savait, mais tant que le marché n'a pas décidé de corriger, elle continue de monter. Donc ça a été le cas depuis la petite explosion ici en 2019, puis on le voit, 2020, 2021, on continue de monter, on est au 414. Alors à l'époque, je crois que c'était même au-delà, avant, parce qu'il y a eu des splits. Et enfin, le marché a décidé de commencer à corriger, et après on a eu des problèmes aussi au niveau des ventes de véhicules compliquées, et un marché qui s'est tendu de plus en plus avec la concurrence, et aujourd'hui, on le voit, c'est nettement baissier. La survalorisation, elle a été un peu corrigée, mais maintenant, les perspectives sont compliquées pour Tesla, donc plutôt toujours vendeur. On le voit, techniquement, c'est baissier. On a des petites phases de congestion comme ça, mais on n'arrive pas vraiment à casser vers le haut. On a un gap baissier qui a été créé le 24 janvier, qui a toujours pas été comblé. Donc pour moi, c'est toujours plutôt baissier sur Tesla, tant qu'on n'a pas une réaction forte. Et on ira plutôt vers le bas. On va regarder quelques actions du portefeuille que je voulais voir. Alors, il y avait aussi CrowdStrike, c'est toujours aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle vient de rentrer au Standard & Poor's, notamment. Donc, elle intègre un grand indice. Et c'est plutôt une bonne chose. On va le voir. Avec quelques acteurs de la cybersécurité notamment, qui sont pas forcément aussi bien qu'eux. Alors CrowdStrike, on le voit, c'est plutôt haussier. On a cassé une résistance là à 365 il y a quelques jours. On intègre un nouvel indice. Si on va pas combler le gap d'ici la semaine prochaine,
il faudra probablement acheter, hein. Ce sera une valeur intéressante à avoir. Et le secteur cybersécurité a un potentiel énorme ces prochaines années. Exclusive Network, là c'est en Europe. Intéressant aussi, on le voit, alors elle est en mode pullback, mais elle est plutôt intéressante au niveau moyen terme. C'est-à-dire que si on tient cette zone-là, sur Exclusive Networks, on peut espérer casser et aller vers le haut. Donc tenir les 18,7, essayer de casser les 20, et puis on aura certainement une belle phase de progression après. Fortinet, là c'est moyen, c'est plutôt neutre, et neutre négatif, hein. Elle est en train de congestionner, et on va plutôt vers le bas. Donc Fortinet, c'est plutôt à éviter. Palo Alto, elle est plutôt favorable, on le voit, grosse progression. On est en train de jouer une résistance à 327, on la joue depuis février, et on y revient de plus en plus fréquemment. Donc là, c'est plutôt positif aussi. Sentinel One, c'est négatif, on le voit, grosse correction, on casse la moyenne à 200, on fait un gap baissier. Il faut oublier. Verimatrix, on avait joué, alors malheureusement c'est fait. Moi je me suis fait sortir, hein, en légère plus-value. J'espérais un démarrage après cette période ici d'accumulation. Finalement elle a cassé vers le bas, donc parti. C'était un peu spéculatif, on le voit, parce qu'elle est toujours baissière. Maintenant elle a donné quand même des signaux intéressants, ça va peut-être se retourner aussi. Il y aura il y aura de la place pour tout le monde, je pense, sur le secteur cybersécurité. Et puis Walix, plutôt négatif, pareil, ça descend. On est en dessous de toutes les moyennes, il ne faut pas acheter ce genre de choses probablement, même si ici on a un chandelier intéressant avec une mèche basse, et derrière c'est confirmé à court terme, ça peut éventuellement s'acheter, mais à moyen terme, il faut faire attention. Voilà, et on va finir rapidement avec... Avec Ruby. Parce que Ruby, elle est super intéressante. Elle n'a pas comblé le gap, mais elle a encore des volumes. Alors, c'est vendredi, toujours les volumes plus importants, mais Ruby, on a parlé, en rentrée de Bolloré, en rentrée de plusieurs personnes. Elle a fait un gros breakout, on va dire à partir d'ici. 42%, on rend environ la moitié, hein, sur les 20%. Et puis là, on va accumuler et probablement repartir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Éventuellement on se place maintenant, mais si ça repart pas, on ira peut-être taper les 23,9. Donc on attend la confirmation, hein, début de semaine prochaine, qu'on est bien au-dessus des 30, qu'on commence à voir l'inversion de tendance niveau MACD, et on peut rentrer. Ça nous fera peut-être 1, 2 ou 3 jours. Ça permet peut-être de perdre un peu de plus-value, de pourcentage, mais ça sécurise un peu le trade s'il se passe bien. Si ça se passe mal, on ira peut-être un peu plus bas. Et là, on verra la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on attendra un rebond pour repartir. Mais on est quand même plutôt largement favorable, hein, sur Ruby, qui rebondisse maintenant sur les 27, 26, comme ça a été le cas, ou qui redescendent sur les 24 et qui rebondissent. Il y a de grandes chances de l'avoir à la fin de l'année ou un peu plus tard, au-dessus de ces 32-33. Hein, donc ça nous fait quand même, en termes de pourcentage, déjà environ 20%. Et puis rapidement Visa. Alors toujours aux États-Unis, c'est la journée. Pourquoi Visa? On le voit bien là, hein. Alors Visa déjà c'est haussier depuis le mois de novembre 2022. Phase de congestion, on le voit avec la petite consolidation qui arrive peut-être bientôt à son terme. Le retour des moyennes les plus longues qui se rapproche. On vient taper l'oblique ici de plus en plus fréquemment. Pour l'instant, on la casse pas, mais on n'est pas loin. Donc, si on a le signal, hein, si on vient casser les 277, 278 la semaine prochaine, probablement intéressant. Alors, il y a pas mal de défauts de paiement aux États-Unis notamment qui arrivent, mais je pense que Visa, quand même, si elle donne des signes intéressants, ça pourra s'acheter. Avant qu'on ait éventuellement des catastrophes en chaîne. On n'en est pas encore là, donc plutôt à surveiller, éventuellement à se placer prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez. On en discutera en commentaire. Bon trade, à plus.